Mais en général, nos cellules ont notre ADN complet, notre génome, et alors ce qui change, c'est la façon dont ils s'expriment. Et il y a plein de petites mécaniques qui permettent d'exprimer différemment, et là ils expliquent très bien. Et ils expliquent, alors, ça peut arriver au cours d'une vie, c'est pour ça qu'on a des différences entre les jumeaux. Vous avez des jumeaux qui ont exactement le même ADN, mais ils ont vécu des choses différentes, et ça va se traduire par une expression un petit peu différente de leur gène au cours de leur vie. Par exemple, si vous avez subi la famine, il y a des marqueurs épigénétiques, des choses qui vont... La puberté est influencée par des choses épigénétiques. C'est-à-dire, vous avez peut-être... votre génome vous dit que pour une fille, que vous allez avoir une puberté précoce, ou bon... Vous avez certaines choses déjà dans les gènes, et puis après, imaginez, vous faites de l'athlétisme de compétition, en général, vous allez avoir une puberté tardive, et ça, il y a des mécanismes. Donc la puberté, c'est une expression des gènes, c'est censé se déclencher à certains moments, et puis vous avez des mécanismes autres qui viennent moduler ça. Mais il semblerait qu'il y a une petite portion de choses acquises pendant la vie qui peuvent se transmettre. Enfin, c'est pas exactement des choses... Oui, comment expliquer ? On est exposé à des traumatismes dans la vie, genre une famine ou des choses comme ça, qui causent certains mécanismes épigénétiques, donc à côté du génome, et qui peuvent se transmettre. Là, il y a vraiment une étude qui montre que des violences et traumatismes vécus par une personne se transmettent bien en lignée maternelle sur au moins 3 générations. Donc ça peut pas être transmis, c'est quelque chose de beaucoup trop rapide pour être transmis par le génome. Il faudrait, pour influencer le génome, il faut des mutations, faut être exposé à certaines choses, par exemple sur des siècles ou des millénaires. Et là, tu peux avoir une transmission directe de certaines choses, mais qui n'est pas inscrite dans le génome. Comprenez, c'est au bout de quelques générations, si le traumatisme n'est plus là, il n'y a pas de raison que ça continue, quoi. Sur au moins 3 générations. Donc des travaux novateurs qui nécessitent d'être approfondis et consolidés. Donc ça porte sur des réfugiés syriens. Et il y a déjà eu une étude avant qui a fait date et qui était sur une famine. Non, à première vue, le génome se modifie pas sur une période de grand stress. C'est d'autres mécanismes, justement, c'est de ça qu'on parle, c'est l'épigénome. Enfin, ils n'ont pas montré... Donc beaucoup de civils ont été pris au piège de la guerre menée depuis 2011 par Bachar el-Assad. Mais aussi, ils ont aussi 2 grands-mères victimes des exactions commises en 1982. Donc, du temps du père de Bachar el-Assad. Voilà, il y a fort à parier, donc ça, mais c'est une hypothèse, que les mécanismes épigénétiques qui ont été révélés, qui ont été mis en lumière dans cette étude, soient généralisables à bien d'autres formes d'abus ou de maltraitance. Et vous allez voir comment ça se passe. Ça se passe à un moment très particulier, ça se transmet par la mère au fœtus. Donc ces marqueurs sont épigénétiques, ce qui signifie qu'ils n'altèrent pas le génome proprement dit. Les gènes demeurent inchangés. Mais ils altèrent la façon dont ce génome s'exprime pour fabriquer les protéines. Et là, il donne une analogie qui est sympa. Si on assimile le génome d'un humain à un piano qui aurait 20 000 touches, puisque chaque touche, c'est les gènes qui vont faire des protéines, puisque nos gènes s'expriment en codant des protéines, et c'est au moment où les protéines sont assemblées. L'épigénome serait comme un pianiste, qui va taper plus ou moins fort sur certaines touches. Enfoncera ou non la pédale fort, pour lever ou non les étouffoirs, etc. Sur cet instrument qu'est le génome, l'épigénome produit... Enfin non, il altère la façon dont la musique de la vie est produite. C'est pas vraiment lui qui produit. Selon le type de cellule, déjà, les cellules sont différenciées. Nos cellules n'expriment pas les mêmes portions de génome. Cellule du foie, une cellule de la peau, elles font pas la même chose. Mais en plus, il y a d'autres petits mécanismes qui font que ça va moduler. C'est vraiment une modulation. Plus ou moins fort, certaines protéines et d'autres. La façon dont il le fait dépend essentiellement des circonstances que l'individu traverse ou a traversé au cours de son existence, de ses conditions de vie, de son environnement. On peut vraiment parler de modulation, parce que c'est pas... Le plus gros... la recette des protéines, elle est vraiment encodée dans le génome. Mais et après, il y a des mécanismes comme ça.
de modulation. Revenons-en à nos réfugiés syriens dont les prélèvements de salive ont été comparés à ceux de Jordaniens qui vivaient dans un environnement similaire mais qui n'ont pas connu la guerre civile et ses horreurs. L'étude s'est focalisée sur un des mécanismes phares de l'épigénétique, la méthylation de l'ADN, mais il en existe beaucoup d'autres. Voilà. Donc la méthylation, c'est des groupes méthyl, c'est des groupes chimiques avec un carbone. Vous voyez quand ce que les biochimistes appellent des groupes méthyl, voilà, 3 atomes d'hydrogène associés à un carbone, CH3, viennent se fixer aux bases azotées. L'effet qui en résulte le plus souvent est que ce gène s'en trouve comme étouffé. Sa transcription est ralentie, voire stoppée. Donc s'il y a ce petite molécule, c'est même pas une molécule indépendante, c'est un groupement, donc c'est un truc qui peut pas exister comme ça indépendamment, il vient se coller. La protéine dont ce gène constitue le kit de montage ne sera que peu ou pas produite. Donc, et alors les effets sont absolument dingues. Donc celui de la personne qui était directement victime des événements traumatisants. Voilà. Et donc ils ont étudié comment ça se produit quand la personne était enceinte. Lorsque le fœtus était de sexe féminin, oui, parce que voilà, ça se transmet de mère en fille parce que pendant la grossesse, et bonjour Yogi Space, pendant la grossesse, vous savez que il y a quand même une différence très notable entre hommes et femmes, c'est la façon dont les gamètes, les spermatozoïdes ou les ovules sont produits. Les spermatozoïdes sont fabriqués beaucoup plus tard dans la vie, tandis que les ovules sont déjà prêts. Les stress associés au trauma se traduisent très rapidement par des vagues de méthylation, donc chez la mère et le fœtus, via le déclenchement de cascades enzymatiques mettant par exemple en jeu la production de cortisol. Alors, on retombe toujours sur le cortisol qui est un petit peu on dit l'hormone du stress. Ces méthylations ont à leur tour pour effet d'aider l'organisme face à l'urgence à basculer en mode survie, ce qui est bénéfique à court terme, mais qui sur le long terme a un coût. Un coût que l'on peut résumer à une accélération du vieillissement, avec tout ce que cela peut comporter de pathologies associées. Un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques, etc. C'est une question de priorité. L'organisme redéfinit dans l'urgence face à une situation de crise. La vision de long terme est reléguée au second plan et le système immunitaire s'effondre parce que les ressources énergétiques sont réallouées ailleurs. Les gens qui ont subi des stress importants liés à des situations de guerre, de torture, de tout ce que vous voulez, on dit toujours ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais non. Ils ont un effondrement de leur système immunitaire. On ne se soucie pas trop d'une coupure au doigt qui pourrait s'infecter lorsqu'on n'a plus rien à manger ou qu'on doit se fait battre quotidiennement par des brutes. Et le vivant, donc voilà, quel est ce mot de survie? Le vivant s'adapte en permanence et rapidement à son milieu, c'est même peut-être là ce qui le définit le mieux. Et donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le stress n'est pas génial. Bon, c'est ça, là on parle de stress traumatique, c'est autre chose, hein, mais le petit stress continu et un peu excessif qu'on peut vivre dans certaines situations tous les jours, à terme, il peut faire des choses un peu gênantes, quoi. Cette adaptation continue et rapide se traduit par les méthylations de l'ADN qui font basculer l'organisme en mode survie. Le métabolisme va accélérer et se modifier, par exemple, faute de glucose, principale source d'énergie pour les cellules du corps, celles-ci se mettent à brûler du gras, autrement dit des graisses. Le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle aussi. Sous l'effet des méthylations, les vaisseaux sanguins se rigidifient, ce qui leur permet de supporter cette pression augmentée, mais aussi les fragilise à long terme face à d'éventuels anévrismes. Le système nerveux n'est pas en reste, lui aussi se met en état d'alerte maximale afin de détecter à temps les moindres signaux faibles, ce qui là encore réduit l'énergie, dont le cerveau est déjà, en taux normal, un gros consommateur. Au-delà de 3 générations, l'épigénèse laisse des traces qui ne sont pas éternellement indélébiles, mais s'atténue fortement après 3 générations, par déméthylation de l'ADN. Lorsque l'ADN se réplique au fil des divisions cellulaires, ces marques sur l'ADN sont diluées. Pour les cellules qui ne se divisent pas, il existe des activités enzymatiques. Ça revient un petit peu, donc on retombe, avec le temps et plusieurs générations, on retombe sur la partition de base qui est l'ADN. Et son expression moins modulée.